Pendant la Seconde Guerre mondiale, une bataille féroce s'est livrée pour les mers et les océans. Il ne s'agissait pas seulement d'affrontements directs entre formations navales, il s'agissait de routes d'approvisionnement vital, d'énormes convois de navires transportant nourriture, matériel militaire et espoir pour les villes assiégées, de domination en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans l'Arctique et dans l'océan Pacifique. La survie de millions de personnes et le résultat du plus grand conflit de l'histoire étaient en jeu. C'est pourquoi une série impressionnante d'opérations navales a vu le jour, dont certaines sont devenues légendaires. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment on naviguait au-delà du cercle polaire sous le feu des croiseurs allemands, ce qui est arrivé au cuirassé tristement célèbre Bismarck, comment quelques biplans ont paralysé la flotte de bataille italienne, pourquoi les porte-avions américains ont combattu les navires japonais sans jamais se voir, et comment un convoi vers les ports soviétiques a subi des pertes catastrophiques. En plus des manœuvres militaires, nous révélerons aussi les histoires personnelles des marins, le courage et les erreurs des amiraux, et les innovations technologiques qui ont émergé de la guerre navale. Beaucoup de gens imaginent la Seconde Guerre mondiale comme une série de campagnes terrestres, la Blitzkrieg foudroyante, le siège de Stalingrad, l'invasion de la Normandie. Mais la guerre s'est largement décidée sur les flots. Le front occidental s'est étendu dans l'Atlantique, où les sous-marins allemands menaçaient d'étrangler la Grande-Bretagne par la famine et chassaient les convois comme des meutes de loups. En Méditerranée, on s'est battu pour l'île vitale de Malte, pour le canal de Suez et pour l'approvisionnement de l'Africacord de Rommel. À l'est, s'est ouvert l'Arctique glacial, par où passaient les convois avec des chars et des avions pour l'Union soviétique. Et dans l'océan Pacifique, se sont affrontés deux empires navals gigantesques, les États-Unis et le Japon, pour le contrôle des îles, des porte-avions et des lignes d'approvisionnement. Pour comprendre le drame qui s'est joué, nous devons partir en voyage autour du monde et dans les profondeurs des plus grands affrontements navals de cette époque. Dans les chapitres suivants, nous nous concentrerons sur les batailles individuelles selon la façon dont elles ont cristallisé les lignes importantes du conflit. Dans un moment, nous révélerons la première grande rencontre entre navires alliés et allemands dans l'océan Atlantique. Puis nous nous déplacerons en Méditerranée et dans les eaux polaires. Et enfin nous suivrons l'escalade dramatique sur le théâtre d'opérations du Pacifique. Chaque chapitre est construit pour vous faire découvrir non seulement les faits, mais aussi les émotions et les expériences des participants. Dans un petit moment, nous nous retrouverons sur les passerelles de combat, dans les cales et dans les cockpits d'avions. L'introduction à la guerre navale en Europe a commencé à s'écrire le 3 septembre 1939. L'Allemagne venait d'attaquer la Pologne et la Grande-Bretagne, ainsi que la France lui avait déclaré la guerre. Dès le premier jour, les navires marchands britanniques sont devenus la cible des sous-marins allemands. Après 2 semaines de crise, le croiseur de bataille de poche Admiral Graf Spee est apparu sur la scène. Ce corsaire lourdement armé mais relativement rapide avait été envoyé en haute mer avec pour mission de détruire le tonnage marchand allié. Entre septembre et décembre 1939, il coula ou captura plus de 8 navires marchands britanniques. Ce succès répandit la peur du côté allié et força l'état-major de l'amirauté à envoyer 7 groupes de chasse qui poursuivaient le Graf Spee. Quand le commodore Henry Harwood pensa que le corsaire se dirigeait vers la région des fleuves sud-américains, il décida le 13 décembre 1939 d'aller à la rencontre de l'ennemi à l'embouchure du fleuve La Plata. La flottille de Harwood était improvisée. Elle était composée du croiseur lourd HMS Exeter et des croiseurs légers HMS Ajax et HMNZS Achille. À première vue, l'admiral Graf Spee, armé de 6 canons de calibre 280 mm, avait la supériorité. Harwood comptait cependant sur le fait que 3 navires plus petits seraient plus agiles et diviseraient l'attention des tireurs allemands. Dans une bataille courte mais intense, le Graf Spee se concentra sur l'Exeter et en quelques minutes détruisit la plupart de ses canons. L'Exeter subit 60 et un impact direct et dut se retirer.
Mais ces tirs endommagèrent simultanément le navire allemand, au point que le capitaine Hans Langsdorff décida de se retirer dans le port neutre uruguayen de Montevideo. Les diplomates britanniques à Montevideo s'efforcèrent par tous les moyens de convaincre l'Uruguay d'interner le navire allemand. Après 72 heures de pression, Langsdorff décida qu'il ne tomberait pas entre les mains britanniques. Le 17 décembre 1939, il fit sortir le Graf Spee du port, et à environ 2 km de la côte, il le saborda lui-même. Cette collision, souvent appelée bataille de La Plata, eut une signification plus profonde que la simple destruction d'un navire de guerre allemand. Ce fut la première bataille navale majeure de la Seconde Guerre mondiale, et elle montra que les raids de surface allemands ne pouvaient être liquidés que par des actions alliées coordonnées. Le public britannique accueillit la destruction du Graf Spee comme une victoire marquante, et le commandement allemand décida de mieux protéger ses cuirassés de poche. La bataille lança aussi un conflit plus large, la bataille de l'Atlantique, qui éclata dès l'automne 1939 et dura jusqu'à la fin de la guerre. La Grande-Bretagne était un pays insulaire dépendant de l'importation de nourriture, de carburant et de matières premières. Les sous-marins allemands, U-boats, se concentrèrent donc sur les convois qui apportèrent des marchandises du Canada et des États-Unis. Le premier convoi appareilla dès le 2 septembre 1939. Au début, les escortes britanniques n'étaient pas suffisantes et les pertes étaient élevées. La chute de la France, en juin 1940, ouvrit aux sous-marins allemands les ports atlantiques de Lorient et Saint-Nazaire. En conséquence, leur espace opérationnel s'élargit et le commandant Karl Dönitz put déployer la tactique des meutes de loups. Des groupes de sous-marins se concentraient sur un convoi. Le Premier ministre Winston Churchill déclara plus tard que précisément la bataille de l'Atlantique était la bataille la plus longue et la plus importante de la guerre. Au printemps 1941, la Royal Navy vécut une période désespérée. Outre les sous-marins, les convois étaient aussi menacés par les cuirassés de poche allemands et les croiseurs lourds. Les Britanniques décidèrent donc de chasser aussi le deuxième navire légendaire, le Bismarck. Dans un moment, nous révélerons l'histoire de la poursuite du cuirassé allemand le plus puissant et comment une explosion changea l'humeur de toute la Grande-Bretagne. Quand la marine allemande envoya fin mai 1941 le cuirassé Bismarck et le croiseur Prinz Eugen dans l'Atlantique, elle avait l'intention de perturber les convois alliés. Le Bismarck était le cuirassé le plus grand et le plus moderne de son époque. Un navire de 50 000 tonnes de déplacement, armé de 8 canons de calibre 380 mm et équipé d'un blindage moderne. Le 24 mai 1941, dans le détroit du Danemark, le Bismarck rencontra les navires britanniques HMS Hood et HMS Prince of Wales. Le Bismarck tira 5 salves. Son obus pénétra dans la soute aux munitions du croiseur Hood, qui explosa en quelques secondes et se brisa en deux. Sur 1419 membres d'équipage, seuls 3 survécurent. Le Prince of Wales ne toucha le Bismarck que quelques fois, mais un projectile causa une fuite dans le système de carburant et endommagea un réservoir d'approvisionnement, ce qui limita les capacités de manœuvre du navire allemand. La destruction du Hood ébranla le moral britannique. L'amirauté n'hésita pas à déployer toutes les forces disponibles pour couler le Bismarck. Le porte-avions britannique HMS Victorious envoya des avions torpilleurs Swordfish qui touchèrent le Bismarck d'une torpille. L'effet fut cependant limité. Le 26 mai, le porte-avions HMS Ark Royal rejoignit la poursuite. Son équipage lança dans la soirée une attaque à la torpille. Un des biplans lents, malgré la dense défense anti-aérienne, toucha le Bismarck au gouvernail et bloqua les gouvernails en position à 15 degrés. Le Bismarck devint contrôlable, mais les larges cercles qu'il décrivait maintenant l'empêchèrent de s'échapper. Le matin du 27 mai, les poursuivants, les cuirassés britanniques HMS King George V et HMS Rodney, avec les croiseurs HMS Norfolk et HMS Dorsetshire, rattrapèrent le Bismarck impuissant.
Après environ 2 heures de tir d'artillerie concentrée, le navire allemand se transforma en épave en flammes et fut coulé par les torpilles du Dorsetshire. De l'équipage de 2200 hommes, seuls 110 survécurent, car les Britanniques interrompirent les opérations de sauvetage par crainte d'une attaque de sous-marins. La chasse au Bismarck montra la force de la combinaison de porte-avions et de cuirassés classiques. Les avions Swordfish, volant lentement, réussirent à immobiliser le cuirassé gigantesque, permettant ainsi aux unités lourdes de terminer le travail. Le public britannique célébra la vengeance du Hood et le grand amiral allemand Raeder réalisa que le déploiement de navires de surface était trop risqué. Dès lors, la stratégie allemande s'appuya davantage sur les sous-marins et les actions furtives. Nous nous déplaçons maintenant en Méditerranée, où s'est déroulée l'une des attaques les plus audacieuses de l'histoire de l'aviation navale. À l'automne 1940, l'Italie était officiellement alliée de l'Allemagne et sa puissante Regia Marina, marine royale, avait théoriquement la supériorité sur la flotte méditerranéenne britannique. Les Britanniques craignaient que la concentration de cuirassés italiens dans le port de Tarente ne menace les convois vers l'Égypte et Malte. L'amiral Andrew Cunningham approuva donc un plan audacieux, une attaque aérienne nocturne d'avions torpilleurs, Ferry Swordfish, depuis le pont du porte-avions HMS Illustrious. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1940, 21 biplans survolèrent Tarente et lâchèrent des torpilles dans le port peu profond. Les modifications, flotteurs en bois sur les torpilles, permirent aux torpilles de ne pas s'enfoncer dans la boue et de toucher effectivement les navires. Les Swordfish touchèrent les cuirassés, Comte d'Icavour, Littorio et Caio Duilio, dont 2 subirent de lourds dommages. La flotte italienne perdit ainsi la moitié de sa capacité de combat. L'attaque sur Tarente surprit le monde. La grande bataille se déroula de nuit, quand les biplans volèrent bas, au-dessus de la surface, évitèrent les ballons et la défense anti-aérienne et touchèrent précisément leur cible. Les Italiens durent déplacer leurs navires à Naples et Tarente perdit son importance. Les planificateurs navals japonais étudièrent Tarente comme précédent pour leur propre attaque sur Pearl Harbor. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le succès de quelques avions changea l'équilibre stratégique en Méditerranée et comment il établit le standard pour l'utilisation des porte-avions. Malgré les pertes à Tarente, la flotte italienne resta numériquement forte. Au printemps 1941, la Regia Marina planifiait une opération contre les convois britanniques qui approvisionnaient la Grèce. Les Italiens avaient 3 cuirassés, plusieurs croiseurs lourds et une série de destroyers. Leur principal désavantage était cependant l'absence de radar, la faible préparation nocturne et l'absence de porte-avions. Les Britanniques tiraient au contraire profit de la percée dans le déchiffrement des messages allemands et italiens, ultra. L'amiral Cunningham déploya le porte-avions formidable et dans la nuit du 28 au 29 mars 1941, un affrontement dramatique eut lieu au cap Matapan. Les cuirassés britanniques Warspite, Barham et Valiant, équipés de radars, s'approchèrent sans être observés à courte distance et canonnèrent les croiseurs lourds italiens Zara, Fiume et Pola. En quelques minutes, ils devinrent des épaves en flammes, avec 1000 marins tués. La bataille de Matapan montra que la combinaison britannique d'aviation, de radars et de tactiques nocturnes détruisit complètement la supériorité italienne. Dès lors, la Regia Marina ne tenta plus jamais d'action majeure sans soutien allemand. L'île britannique de Malte devint une épine dans l'œil de l'Axe. Ses bases aériennes étaient capables d'attaquer les routes d'approvisionnement vers l'Afrique du Nord. Les Allemands et les Italiens menèrent donc de lourds raids aériens et tentèrent d'affamer l'île. Le moment clé fut l'opération Pédestale en août 1942, un convoi massif de l'Ouest qui devait apporter carburant et nourriture à Malte. Le convoi comptait 14 navires marchands, escortés par des porte-avions, des cuirassés et des destroyers.
Pendant le passage à travers le détroit de Sicile, il fut attaqué par des sous-marins allemands, des avions de la Luftwaffe et la flotte italienne. Les, les navires coulèrent un après l'autre. Le point culminant fut le naufrage du porte-avions Eagle et les lourds dommages d'autres escortes. Finalement, le 15 août 1942, le pétrolier SS Ohio arriva au Grand Harbor, lourdement endommagé, soutenu des deux côtés par des destroyers. La cargaison de carburant et de nourriture sauva Malte de la capitulation. Les habitants de l'île célébrèrent quand le convoi arriva précisément le jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. L'opération Pédestal est le symbole du courage et de la persévérance, non seulement des équipages, mais aussi des civils qui résistèrent à des mois de bombardement. Malte se maintint et devint une base clé pour les frappes alliées contre les routes d'approvisionnement de l'Afrique Corps. Après l'attaque de l'Union soviétique en juin 1941, la Grande-Bretagne et plus tard les États-Unis s'engagèrent à approvisionner Moscou en matériel militaire et en nourriture. La route la plus praticable était les convois naviguant d'Islande ou d'Écosse à travers l'océan Arctique, vers les ports d'Arkhangelsk et Mourmansk. Cette route était extrêmement dangereuse. Outre les conditions météorologiques extrêmes, les navires étaient menacés par les sous-marins allemands, les bombardiers de la Luftwaffe et les unités de surface de la Kriegsmarine menées par le redoutable cuirassé Tirpitz. La navigation dans les convois reçut le surnom de route de l'enfer. Les équipages devaient supporter le froid, les tempêtes de glace et la menace constante d'attaque. Entre 1941 et 1945, plus de 40 convois partirent vers l'URSS, qui livrèrent des milliers de chars, d'avions, de locomotives et des millions de tonnes de provisions. L'épisode le plus tragique de la route arctique fut le convoi PQ-17 en juillet 1942. Il était composé de 35 navires marchands, protégés par des destroyers, des croiseurs et un porte-avions. Quand la nouvelle parvint au commandement britannique que le Tirpitz avait quitté les fjords norvégiens, l'amiral Pound donna l'ordre fatal. Les escortes devaient se retirer, et le convoi devait se disperser. Les navires isolés devinrent une proie facile. Les sous-marins et avions allemands coulèrent en quelques jours 24 navires marchands. Plus de 200 chars précieux furent perdus, plus de 400 avions et des dizaines de milliers de tonnes de provisions. Des centaines de marins périrent dans les eaux glacées, où la survie ne durait que quelques minutes. L'enquête ultérieure montra que le Tirpitz n'attaqua jamais directement. Les rapports étaient exagérés. L'ordre de retrait devint le symbole d'une erreur de commandement, et les conséquences furent catastrophiques. La catastrophe du PQ-17 laissa une empreinte profonde dans la mémoire de tous les participants et renforça la pression pour une meilleure coordination des Alliés. Bien que les convois suivants continuèrent et livrèrent finalement une aide cruciale à l'Union soviétique, le PQ-17 devint synonyme du désespoir des marins arctiques. Ceux qui survécurent se souvenaient des jours interminables de peur, quand autour d'eux, les navires coulaient un après l'autre. L'Asie de l'Est et l'océan Pacifique devinrent le théâtre d'un type de guerre complètement différent. Le Japon s'efforçait de créer la grande sphère de prospérité de l'Asie de l'Est, c'est-à-dire le contrôle sur la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Il avait besoin de matières premières, pétrole, caoutchouc, minerais. Quand les États-Unis et la Grande-Bretagne imposèrent un embargo, le commandement japonais décida d'agir par la force. Un dimanche matin, à Hawaï, le grondement des moteurs se fit entendre. La force de frappe de la flotte japonaise, sous le commandement de l'amiral Nagumo, envoya 353 avions contre la base américaine de Pearl Harbor. En moins de 2 heures, les cuirassés USS Arizona, Oklahoma, West Virginia et d'autres furent accoulés ou lourdement endommagés. L'explosion de la soute aux munitions de l'Arizona coûta la vie à plus de 1100 hommes. Au total, plus de 2400 Américains moururent, des dizaines d'avions furent détruits au sol et la flotte du Pacifique subit un coup écrasant. Les Japonais espéraient qu'en détruisant les cuirassés, ils auraient les mains libres pour l'expansion en Asie du Sud-Est.
Mais l'erreur stratégique résidait dans le fait qu'ils manquèrent les dépôts de carburant et les docks de réparation, et surtout les porte-avions américains, qui n'étaient pas au port ce jour-là. Pour les États-Unis, Pearl Harbor devint un moment de choc et d'unification. Le président Roosevelt appela cette date jour d'infamie, et le Congrès déclara la guerre au Japon le lendemain. Dans les mois suivants, les Japonais occupèrent les Philippines, Hong Kong, la Malaisie, Singapour et les Indes orientales néerlandaises. Leurs soldats pénétrèrent jusqu'en Birmanie et menaçaient l'Inde et l'Australie. La marine impériale était à l'apogée de sa force. Elle disposait de 6 grands porte-avions et d'équipages expérimentés. Pearl Harbor lança cependant simultanément une série d'affrontements où se décidait la nouvelle forme de la guerre navale, non pas entre cuirassés, mais entre porte-avions. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment bientôt s'affrontèrent pour la première fois des flottes dont la force principale était l'aviation embarquée, sans que les navires ne se voient mutuellement. Après Pearl Harbor, les Japonais tentèrent de consolider leur position en Asie du Sud-Est. Une partie de leur stratégie était la conquête de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui permettrait de bombarder le nord de l'Australie et de menacer les communications alliées. La campagne, connue sous le nom d'opération MO, avait 2 groupes de porte-avions, Shokaku et Zuikaku, et le porte-avions léger Shoho. Les Alliés étaient commandés par l'amiral américain Frank Fletcher avec les porte-avions USS Lexington et USS Yorktown. La bataille commença le 4 mai 1942 par une attaque d'avions américains contre le convoi japonais à Tulagi. 3 jours plus tard, les formations aériennes s'affrontèrent. Les Japonais coulèrent un destroyer américain et endommagèrent lourdement le Yorktown, tandis que les Américains attaquèrent le porte-avions léger Shoho. La célèbre phrase du pilote « Scratch one flat top » annonça sa destruction. Le 8 mai eut lieu la phase principale. Les 2 camps envoyèrent des avions qui trouvèrent l'ennemi à des centaines de kilomètres de distance. Les avions américains endommagèrent le Shokaku au point qu'il dut se retirer. Mais les Japonais touchèrent le Lexington. Une série d'explosions de réservoirs de carburant conduisit à son abandon et à son naufrage. D'un point de vue tactique, la bataille fut indécise. Les Alliés perdirent le Lexington et perdirent un certain nombre d'avions, tandis que les Japonais perdirent le Shoho et durent reporter l'invasion de Port Moresby. Stratégiquement, il s'agissait cependant de la première défaite japonaise. Leur avance était stoppée. De plus, les dommages sur le Shokaku et les pertes d'équipage aérien sur le Zuikaku signifiaient que ces navires ne pouvaient pas être déployés dans la bataille suivante, beaucoup plus importante, à Midway. La bataille de la mer de Corail entra dans l'histoire comme le premier affrontement naval où les adversaires ne se virent jamais mutuellement. Seuls leurs avions embarqués combattirent. Après l'échec de la mer de Corail, le commandement japonais décida de porter un coup écrasant à la flotte américaine. L'objectif était d'attirer les porte-avions dans un piège près du petit atoll de Midway, qui devait être attaqué et occupé. L'amiral Yamamoto déploya 4 grands porte-avions, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, avec plus de 200 avions. Face à eux se trouvaient les navires américains Enterprise, Hornet et le Yorktown, partiellement réparés sous le commandement de l'amiral Nimitz. L'avantage décisif des Américains était le déchiffrement des codes japonais. Grâce aux informations des cryptologues, ils savaient quand et où l'attaque aurait lieu et purent préparer un piège. La bataille commença par le bombardement japonais de la base de Midway. Les défenseurs subirent des dommages, mais la base resta opérationnelle. Les Américains envoyèrent entre-temps des bombardiers chez torpilleurs, qui furent cependant presque tous abattus. Leur sacrifice détourna cependant l'attention des chasseurs japonais. Au moment où les ponts des porte-avions japonais étaient à plein d'avions en train de faire le plein et de se réarmer, les bombardiers en piqué américains Dauntless apparurent au-dessus d'eux. En 6 minutes, ils touchèrent l'Akagi, le Kaga et le Soryu. Tous 3 se transformèrent en enfer de feu. L'après-midi, les Japonais réussirent encore à envoyer le Hiryu, dont les avions endommagèrent le Yorktown, au point qu'il fut plus tard coulé par un sous-marin. Mais peu après, les Américains trouvèrent aussi le Hiryu et l'envoyèrent par le fond. Le résultat fut énorme.
Le Japon perdit 4 de ses 6 grands porte-avions, des milliers de marins et la plupart des pilotes expérimentés. Les États-Unis perdirent le Yorktown et le destroyer Hamman, mais leur perte était une fraction de celle des Japonais. La bataille de Midway devint le symbole du tournant dans le Pacifique. Le Japon mena dès lors des guerres défensives et l'Amérique prit l'initiative. Dans cette vidéo, vous découvrirez que précisément Midway montra à quel point la combinaison des services de renseignement, du courage et du bon timing est cruciale. Après Midway, d'autres batailles éclatèrent dans l'océan Pacifique, où jouèrent un rôle non seulement les porte-avions, mais aussi les croiseurs et destroyers. L'une des plus rudes fut la bataille de Guadalcanal, où on se battit pour chaque morceau de mer nocturne. Dans un moment, nous nous retrouverons dans l'obscurité au large des îles Salomon. Après la conquête de la Malaisie et de Singapour, les Japonais avancèrent sur les Indes orientales néerlandaises, actuelle Indonésie. La force ABDA alliée, force Dodi américano-britannico-hollando-australienne, tenta le 27 février 1942 d'arrêter le convoi japonais se dirigeant vers Java. La flottille sous le commandement de l'amiral hollandais Karel Doorman était hétérogène. Elle comprenait les croiseurs hollandais, de Ruyter et Java, le croiseur lourd américain Houston, le britannique Exeter, l'australien HMAS Perth et 8 destroyers. Les Alliés souffraient cependant d'un manque d'entraînement commun, utilisaient différents signaux et disposaient d'équipements dépassés. La bataille dura 7 heures et fut chaotique. Les Japonais avaient l'avantage avec leurs parfaites torpilles, type 93 longue lance, et le soutien aérien. Dans la phase finale, les salves de torpilles japonaises touchèrent les croiseurs hollandais de Ruyter et Java. Tous deux se transformèrent en enfer de feu et coulèrent rapidement. L'amiral Doorman refusa d'abandonner son navire amiral et coula avec lui, avec presque 3000 hommes. Les navires alliés restants furent rattrapés et coulés dans les jours suivants. Houston et Perth tombèrent dans le détroit de la Sonde lors d'un combat nocturne désespéré contre le convoi japonais. La défaite ouvrit aux Japonais la voie à l'occupation de toutes les Indes orientales néerlandaises. En août 1942, les Alliés lancèrent l'opération Watchtower, un débarquement à Guadalcanal. Les Japonais réagirent par des raids nocturnes rapides. Le 9 août 1942 eut lieu la bataille de l'île de Savo. L'escadre japonaise de croiseurs, sous le commandement du vice-amiral Mikawa, s'approcha sans être observée de la flottille, mais américano-australienne, qui gardait les navires de transport. À 1h42, les navires japonais tirèrent une salve de torpilles et de canons. En 37 minutes, ils coulèrent 3 croiseurs lourds américains, USS Quincy, Vincennes et Astoria, et le croiseur australien HMAS Canberra. Plus de 1000 marins américains et 84 Australiens périrent. Les pertes japonaises furent d'un minimal. Seuls 129 hommes tombèrent. La catastrophe choqua Washington, et la zone commença bientôt à s'appeler Iron Bottom Sound, car tant d'épaves y gisaient. Les patrouilles américaines échouèrent alors dans la coordination. Le contact radar fut évalué comme des navires amis, les rapports se perdirent dans la chaîne de commandement, et les navires japonais se glissèrent entre les destroyers patrouilleurs. Par exemple, le destroyer USS Patterson alluma bien un signal d'alarme et ouvrit le feu, mais il était déjà trop tard. Les Japonais se dirigèrent ensuite vers les navires de transport, mais par crainte des avions américains. Ils se retirèrent avant de causer encore plus de dégâts. La bataille alerta les Alliés sur la nécessité du radar, de l'entraînement nocturne et d'une meilleure coordination. La série de combats navals à Guadalcanal continua après Savo Island avec d'autres affrontements. Le 24 août 1942 eut lieu la bataille des Salomon orientales. Les Japonais tentèrent de livrer des renforts à Guadalcanal, mais leur porte-avions Ryujo fut coulé et leur plan échoua. 2 mois plus tard, le 26 octobre 1942, eut lieu la bataille des îles Santa Cruz. Les porte-avions américains Hornet et Enterprise affrontèrent les Japonais Shokaku et Zuikaku. Le Hornet fut mortellement endommagé et coulé.
l'Enterprise lourdement touchée. Mais les Japonais perdirent des centaines d'avions, et, ce qui était pire, beaucoup de pilotes expérimentés. Ces affrontements montrèrent que même avec de lourdes pertes matérielles, les Américains réussissaient à affaiblir progressivement le Japon, tandis que les pertes de pilotes étaient irremplaçables pour la marine impériale. Novembre 1942 apporta 2 grandes batailles nocturnes directement à Guadalcanal. Dans la première, les Américains subirent de lourdes pertes, perdant des croiseurs et des destroyers. Quelques jours plus tard vint cependant la revanche. Le cuirassé américain USS Washington, équipé de radars, affronta le cuirassé japonais Kirishima. Dans l'obscurité et la pluie, les deux formations s'approchèrent à courte distance. Le Washington visa précisément le Kirishima et l'arrosa de salves de canon de 16 pouces. Le navire japonais fut fatalement endommagé et dut être coulé par son propre équipage. Cela brisa l'effort japonais de conquérir l'aérodrome Henderson Field. Ils durent progressivement se retirer, et les Américains conservèrent Guadalcanal, la première grande victoire de leurs forces terrestres et navales dans le Pacifique. À l'été 1944, les Alliés avançaient vers les Mariannes pour obtenir une base pour bombarder le Japon. Les Japonais rassemblèrent leur dernière grande flotte de porte-avions sous le commandement de l'amiral Ozawa et se préparèrent à la bataille décisive. Les sous-marins américains USS Albacore et USS Kavala tombèrent sur la flotte japonaise et coulèrent avec des torpilles les porte-avions Shokaku et Taiho. Les Japonais répondirent par des raids massifs. En plusieurs vagues, ils envoyèrent des centaines d'avions. Les chasseurs américains F-6F Hellcat attendaient cependant prêts. Grâce aux radars et aux pilotes bien entraînés, ils abattirent les bombardiers et avions torpilleurs japonais par dizaines. En 2 jours, ils détruisirent 446 avions japonais, tandis que les pertes américaines ne s'élevaient qu'à 42 appareils. Cette inégalité conduisit à ce que la bataille reçoive le surnom de Grand tir aux dindes. Les Japonais étaient abattus, presque sans résistance. La bataille de la mer des Philippines fut une catastrophe pour la marine impériale japonaise. Ozawa sacrifia 3 porte-avions et perdit la plupart des pilotes restants. La flotte avait encore des navires, mais sans équipages aériens entraînés, ils ne servaient à rien. Au contraire, les Américains s'assurèrent une supériorité aérienne absolue. Les forces d'invasion passèrent par les Mariannes, presque sans perturbation, et de là commença le bombardement systématique des îles japonaises par les B-29. Après la mer des Philippines, les Japonais recouraient de plus en plus à des moyens désespérés, des raids suicides massifs de kamikazes. Mais le sort de la guerre en mer fut décidé quelques mois plus tard, dans la plus grande bataille navale de l'histoire. Le débarquement américain sur l'île de Leyte, en octobre 1944, devait couper les communications japonaises entre les Philippines et les îles-mères. Les Japonais préparèrent un plan audacieux et complexe. Leur formation nord avec les porte-avions de l'amiral Ozawa devait servir d'appât pour attirer les forces principales de l'amiral Halsey. Entre-temps, les formations centrales et sud composées de cuirassés et croiseurs devaient frapper les navires d'invasion dans le golfe de Leyte. Le 24 octobre 1944, les avions américains affrontèrent la formation centrale de Kurita dans la mer de Sibuyan. Le cuirassé géant Musashi, frère du Yamato, fut criblé de dizaines de bombes et torpilles. Après un combat de toute la journée, il coula, bien que son équipage luttât désespérément pour le sauver. Le lendemain, Halsey crut que la formation nord d'Ozawa représentait la menace principale. Il partit à sa poursuite avec tous ses grands porte-avions et cuirassés. Les navires d'Ozawa étaient donc pratiquement sans avions et ne servaient que de boucs émissaires. Les Américains les coulèrent, mais Halsey emmena sa force exactement selon le plan japonais. Au nord de Leyte ne resta donc qu'une petite escadre de porte-avions d'escorte et de destroyers, connue sous le nom de Taffy III, menée par l'amiral Clifton Sprague. Quand la puissante flotte de Kurita apparut à l'horizon, il sembla que les Américains allaient en subir un massacre. Mais les petits navires combattirent avec un courage incroyable.
Les destroyers Johnston, Hoel et Samuel B. Roberts lancèrent une attaque suicide pour couvrir les porte-avions. Les avions de Taffy III attaquèrent encore et encore, souvent même sans bombes, juste avec des mitrailleuses, pour confondre les Japonais. Dans le chaos et l'écran de fumée, les Japonais se retirèrent. Kurita craignait de faire face à une force beaucoup plus grande qu'en réalité. Au sud, entre-temps, la formation sud-japonaise tenta de percer par le détroit. L'amiral Jesse Oldendorf prépara cependant la manœuvre classique de couper le T. Ses cuirassés attendaient en travers du détroit. Les navires japonais tombèrent directement dans le tir concentré et subirent une défaite écrasante. Le cuirassé Yamashiro et plusieurs croiseurs furent coulés. La bataille de Leyte fut énorme. Environ 200 000 marins y participèrent, plus de 300 navires et des milliers d'avions. Les Japonais perdirent 26 navires, dont 4 porte-avions, 3 cuirassés et 10 croiseurs. Les Américains perdirent plusieurs petits navires, et le porte-avions léger, USS Princeton. Leyte fut non seulement la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale, mais de toute l'histoire. La marine impériale japonaise y subit une défaite irremplaçable. Après Leyte, elle ne fut plus jamais capable de mener une opération d'envergure. Les Américains ouvrirent au contraire la voie vers Luzon, Iwo Jima et Okinawa, tandis que les plus grandes batailles se déroulèrent dans le Pacifique, dans l'Atlantique entre-temps. Le rapport de force changeait lentement. Jusqu'au printemps 1943, les Allemands perdirent, sous la pression des convois alliés, des escortes anti-sous-marines, des porte-avions d'escorte avec des avions d'accompagnement et des patrouilles radars de plus en plus de sous-marins. En mai 1943, connu sous le nom de Mai Noire pour les U-boats, les Allemands perdirent 41 sous-marins, le plus jusqu'alors en un mois. Les Alliés avaient en effet développé des avions à très long rayon d'action, VLR Liberator, qui pouvaient découvrir l'espace central de l'Atlantique, précédemment hors de portée des avions. Ils introduisirent également des groupes de soutien composés de frégates rapides et de destroyers. Ces unités n'étaient pas liées comme ça à la protection du convoi, mais recherchaient et détruisaient activement les sous-marins. En combinaison avec la technique radar et sonar, elles représentaient un grand progrès. Le déchiffrement des dépêches allemandes par le système Ultra joua aussi un rôle crucial. Les Alliés apprirent à détourner les convois des routes des meutes de loups et des pièges de sous-marins, réduisant ainsi dramatiquement les pertes. La marine américaine déploya aussi les soi-disant Hunter Killer Group, des formations composées d'un porte-avions d'escorte et de plusieurs destroyers, qui chassaient activement les U-boats. Dès 1944, les chantiers navals britanniques et américains produisaient des escortes et navires marchands plus vite que les sous-marins ne pouvaient les couler. Les pertes allemandes augmentaient, les équipages expérimentés diminuaient et la pression alliée s'intensifiait. Jusqu'à la fin de la guerre, l'Allemagne perdit plus de 700 U-boats et ne réussit pas à interrompre les lignes d'approvisionnement alliées. L'Atlantique devint l'artère vitale par laquelle coulaient des millions de soldats et des millions de tonnes de provisions vers le théâtre européen. La bataille de l'Atlantique, la plus longue campagne de la Seconde Guerre mondiale, se termina par une défaite qui fut le résultat de la supériorité technologique, de la capacité industrielle et de la coopération entre alliés. La plupart des batailles navales célèbres de la Seconde Guerre mondiale se déroulèrent dans l'Atlantique et le Pacifique. Mais même sur le front de l'Est, où dominèrent les combats terrestres, la marine joua un rôle important. La flotte soviétique dut faire face aux blocus, aux champs de mines et aux attaques aériennes, mais réussit néanmoins à remplir des tâches cruciales. Quand les Allemands encerclèrent Leningrad, la seule liaison avec la Grande Terre devint le lac Ladoga. Pendant 900 jours de siège, les provisions passèrent par là. En hiver, sur la surface gelée, roulaient des camions avec nourriture et munitions. Les gens l'appelaient la route de la vie. En été, les convois de navires transportèrent du blé et évacuèrent les civils. Bien que les Allemands bombardent la route de glace et bombardent les navires, les Soviétiques réussirent à approvisionner la ville suffisamment pour qu'elle résiste. En mer Noire,
la flotte soviétique soutint la défense d'Odessa et de Sébastopol. Ces navires transportèrent dans Kekavkar des soldats, des provisions, et les tirs d'artillerie couvrirent les défenseurs. Même face aux attaques des unités allemandes et roumaines, ils réussirent à mener des opérations de débarquement au Caucase et à défendre les lignes d'approvisionnement. À la fin de la guerre, en 1944, l'armée rouge passa à l'offensive et la flotte soviétique en mer Baltique joua un rôle lors de la coupure des unités allemandes dans le soi-disant chaudron de Courlande. Les navires allemands tentèrent d'évacuer soldats et civils de Prusse orientale, tandis que les soviétiques posaient des mines et menèrent des attaques à la torpille. Bien que sur le front de l'Est ne se soient pas déroulés d'énormes affrontements de porte-avions et cuirassés, le rôle de la marine fut crucial. Il s'agissait de milliers de petits navires, dragueurs de mines, navires de transport, vedettes torpilles, qui risquaient quotidiennement leur vie. Dans cette vidéo, vous découvrirez que la guerre navale n'était pas seulement une affaire de navires gigantesques, mais aussi de travail minutieux et persévérant maintenant, les artères d'approvisionnement vitales. Le voyage à travers les plus grandes batailles navales de la Seconde Guerre mondiale nous a menés dans les environnements les plus divers. Des atolls tropicaux à l'Arctique glacé, des ports méditerranéens aux convois atlantiques brumeux. Nous avons vu comment les innovations technologiques, radars, sonars, porte-avions et déchiffrement des communications, changèrent progressivement la forme des guerres navales. Il s'est avéré que même les plus grands navires blindés pouvaient être détruits par des sous-marins ou des avions. Nous nous sommes souvenus du courage des marins qui naviguaient en convoi vers Leningrad ou Malte, et des pilotes qui attaquaient en sachant que les chances de survie étaient des minimales. Certaines batailles, la chasse au Bismarck, Midway ou Leyte, influencèrent fondamentalement l'équilibre stratégique. D'autres, comme la catastrophe du convoi PQ-17 ou le massacre de Savo Island, rappellent à quel point les erreurs de commandement peuvent être fatales. Ces événements ont une portée jusqu'aujourd'hui. Le transport maritime reste l'épine dorsale du commerce mondial, et la question de la sécurité des mers est toujours actuelle. Les technologies qui sont nées en temps de guerre, radars, sonars, aviation embarquée, trouvent aujourd'hui un usage civil. Et les histoires humaines de courage et de solidarité inspirent, car elles montrent que même dans les moments les plus difficiles, le courage et la coopération peuvent changer le cours de l'histoire. Je vous remercie d'avoir parcouru avec moi ce voyage dans l'histoire. Si le récit vous a plu, je serai content de votre like et de votre partage pour que nous diffusions ensemble la connaissance de ces histoires fascinantes et importantes. Dans un monde plein d'informations, il est bon de s'arrêter parfois, d'écouter et de réfléchir aux leçons du passé. À bientôt pour un autre récit.